Cyril, terminez par un poème, alors que demain soir, vous allez, vous, autour d'Apollinaire, nous donner cette soirée. Vous voyez l'affiche du spectacle. Là, maintenant, je vais donc, notre ami Olivier va faire voilà, son grain de poivre. Je te donne le top pour la retransmission. Et j'attends. C'est bon. Voilà, tiens, en direct, Olivier. Voilà, sous les feux des projecteurs. Olivier, c'est à toi. Bonsoir. Euh, je vais vous lire un texte de Victor Hugo qui s'appelle Les Misérables. Non, je plaisante, vous ferez ça chez vous. Euh, donc, beaucoup de choses aujourd'hui, une longue journée. Et lorsqu'on arrive au moment du grain de poivre, il s'agit de rassembler en un grain pas tout ce qui s'est dit, c'est impossible, mais un peu comme lorsqu'on a une goutte de soja, essayer de concentrer le goût dedans. Alors c'est totalement arbitraire, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai retenues. Je vais partager avec vous le désordre de ce que ma mémoire vous propose. Première chose, la confiance, euh, ça suppose un rapport au temps très particulier, qui est spécifiquement humain. Ça suppose d'avoir de la mémoire. Et Nietzsche, le petit Nietzsche, qui aimait beaucoup la région euh, niçoise, cannoise, l'Italie, qui s'est beaucoup promené sous notre soleil, définissait l'être humain comme l'animal qui promet. C'est quoi la singularité d'un être humain? C'est qu'il est capable de faire une promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il promet que dans l'avenir, dans le futur, il sera le même que celui qu'il est maintenant. Et Nietzsche considérait que faire une promesse, c'était donc forcément une erreur, un mensonge d'avance. On ne sait pas qui on sera dans l'avenir. Donc premièrement, être un être qui promet, ça veut dire qu'on croit à la continuité de soi et du monde. Ça veut dire qu'on promet qu'il n'y aura pas de changement. Le changement, ce ne sera jamais. Voilà le slogan politique de quelqu'un qui fait vraiment des promesses. Quand vous dites que le changement, c'est maintenant, c'est-à-dire que ça changera tout le temps et que vous ne pourrez pas tenir vos promesses. Petit paradoxe. Vous voyez le problème? Donc, quand on dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est faux. L'erreur consiste déjà à faire une promesse. Dans la promesse, la déception est inscrite par nature. Il n'y a pas de promesse qu'on puisse absolument tenir quand on est un être humain, c'est-à-dire un être impuissant du point de vue métaphysique. Ce que le philosophe Jules Lagneau, qui était le maître d'Alain, résumait ainsi. Lorsqu'il parlait de la situation humaine, il disait « l'espace est la marque de ma puissance ». Oui, parce que dans l'espace, je peux faire des choses. C'est là que je déploie des pouvoirs. Et par opposition, le temps est la marque de mon impuissance. Je ne peux pas être assuré de l'avenir, ni être assuré que l'avenir ressemblera au présent, ni renverser la flèche du temps. Et donc, la promesse implique un rapport au temps et à la mémoire. Être un être qui promet, c'est aussi être un être qui se souvient. Et ça implique par avance une déception. Donc ne soyez pas déçus si une promesse n'est pas tenue. Le seul fait de faire une promesse implique la possibilité, le risque essentiel de la déception. Alors, j'ai entendu que la défiance était liée souvent à la taille. Par exemple, une grande banque, on va se défier parce que c'est trop grand. L'État, c'est trop grand par rapport à l'élu local. Alors, il y a la question de la taille et il y a la question de la distance. Vous voyez? Ce qui est loin et grand, normalement, on n'a pas confiance. En même temps, regardez sur l'affiche, là, tout est là. Le soleil, c'est grand, c'est loin, et donc on sait que ce sera toujours là. Enfin, ça va nous survivre. On pourrait presque dire que lorsqu'on se défie de quelque chose qui est grand et loin, c'est parce que ce n'est pas assez grand ni assez loin. On a entendu dans la première table ronde qu'il y avait peut-être un problème de verticalité. Vous voyez, avec les deux corps du roi, quant Horowitz, il y aurait le corps réel et puis le corps symbolique, qui signifie qu'il y a une part d'absolu. Et oui, c'est ça l'absolu. L'absolu, c'est pas grand et loin, c'est très très grand. Il n'y a pas plus grand et il n'y a pas plus loin. Donc quand on se défie d'une banque, c'est qu'elle reste pas assez grande et pas assez loin. Les étoiles et le soleil, l'astronomie, on peut compter dessus. Rousseau, notre ami Rousseau, enfin mon ami Rousseau, peut-être le vôtre, écrit dans l'Émile
L'esprit universel des lois de tous les pays est de favoriser toujours le fort contre le faible, et celui qui a contre celui qui n'a rien. Cet inconvénient est inévitable et il est sans exception. Donc vous voyez le problème. À partir du moment où vous décidez de remplacer les lois naturelles par des lois civiles, par un État, par un droit positif, évidemment ce que vous promettez quelque chose. Vous promettez de protéger le faible contre le fort. Mais que nous dit Rousseau? Cette promesse implique nécessairement sa déception. On passe son temps à voir que l'État et les lois privilégient, dans les faits, pas en droit, dans les faits, les forts contre les faibles, ceux qui ont contre ceux qui n'ont rien. Alain, dans ses propos contre les pouvoirs, tout à l'heure, Roland Cayrol racontait cette rencontre avec un paysan ardéchois, ou je ne sais plus l'endroit où c'était. Un paysan de l'Allier, pardon. Ma méconnaissance, moi je ne connais, c'est comme les voitures, je ne connais que les modèles que j'ai eus, c'est-à-dire une, et je connais que les endroits où je suis allé. Bon, j'irai dans l'Allier bientôt. Alain a écrit dans les propos sur les pouvoirs, il y a un chapitre qui s'appelle « L'élite corrompue par sa sélection ». On a entendu le mot élite beaucoup, hein, avec l'idée d'une verticalité, l'élite serait en haut, aurait un devoir d'exemplarité, et nous, qui serions en bas, enfin, là je parle en haut, je suis sur une estrade, mais on est en haut ou en bas selon les situations. Mais que dit Alain? Il faut comprendre que dans cette élite, il va se faire une corruption inévitable et une sélection des plus corrompus. En voici quelques causes. D'abord, un noble caractère, fier, vif, sans dissimulation, est arrêté tout de suite. Il n'a pas l'esprit administratif. Ensuite, ceux qui franchissent la première porte, en se baissant un peu, ne se relèvent jamais tout à fait. Il y a d'autres raisons, je vous laisse les découvrir. Alain propose sur les pouvoirs, on pourrait le sous-titrer « Le citoyen contre les pouvoirs », car Alain nous explique qu'il y a en effet, comme l'expliquait Roland Cayrol, une loi, vous vous souvenez, il faut voter rouge localement, parce que quand ça monte à Paris, ça se délave. Eh bien, vous avez compris, Alain observait qu'il y avait des lois physiques du monde politique. Les députés, toujours, une chambre des députés est élue toujours plus à gauche qu'elle ne le termine. L'élection, c'est une loi physique de politique, ça s'observe. L'élection vous corrompt. C'est ainsi. Je ne suis pas en train de vous dire que la corruption consiste de passer de la gauche à la droite. C'est pas ça. Mais ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, vous avez beau voter rouge, à Paris, ça se délave. C'est une loi mécanique du milieu politique. Pourquoi? Eh bien, Alain l'explique ainsi. Il prend cette distinction chez Auguste Comte. Vous voyez, c'est la première partie du nom qui est là-bas. Auguste Comte, philosophe, inventeur de la sociologie, qui disait cette phrase, qui pourrait convenir à la Chine, « Le monde est fait de plus de morts que de vivants ». Ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste un constat statistique. Ça veut dire que notre monde de vivants, pourquoi il tient? C'est parce que nous faisons confiance aux morts. Ça s'appelle les humanités. Nous faisons confiance à Shakespeare, nous faisons confiance à Platon. Et c'est vrai qu'un mort ne peut plus nous décevoir. On peut compter sur lui. C'est pas bête. Et comment dire? Vous vous souvenez, Socrate? Socrate, il a failli ne jamais devenir Socrate. Parce que 3 jours avant sa mort, il était condamné à mort, à boire la ciguë, des amis sont venus le voir, son ami d'enfance, Criton, dit « Socrate, on a tout organisé. Tout le monde regrette de t'avoir condamné, même ceux qui t'ont attaqué. On a organisé ton évasion. Le gardien est d'accord. Tu viens avec moi ?» Le lendemain, il vient voir Socrate. Socrate lui dit « Tu sais, j'ai fait un rêve. » Ça commence comme Martin Luther King. « J'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, la divinité m'a dit que dans 3 jours, je serai mort. » Et grâce à ce rêve, Socrate n'a pas fui, ne s'est pas enfui, ne s'est pas désocratisé, et Socrate est devenu Socrate. Pourquoi? Parce qu'il a bu la ciguë. J'avais un ami, en terminale, ou un peu après, qui me disait, si on voulait vraiment être sûr de qui est vraiment philosophe,
C'est très simple. À l'oral du bac, il suffirait de mettre l'épreuve de la ciguë. Qui est capable de boire la ciguë? Alors il dit, évidemment, on ne serait pas philosophe longtemps. Il dit, mais au moins, on saurait qui c'est. Bien, cette idée n'est pas bête. C'est exactement l'idée d'Auguste Comte qui dit que sur les morts, on peut compter. On peut avoir confiance dans les morts. Et c'est pourquoi il y a un culte des morts. Et ça s'appelle les humanités. Et c'est ça qui nous tient, nous, humanité. J'entends Cyril Javary parler de la forêt. Il y a ça aussi, il y a ça dans le monde entier. Le culte des morts, la relation avec les morts. Pourquoi ils ne peuvent pas nous décevoir? Parce qu'ils sont très grands et très loin. Ce sont des astres. Ils sont devenus des astres par leur mort. La mort idéalise, mais la mort permet de transformer les vivants en astres, en étoiles, en points de référence, comme les navires qui peuvent se caler sur les étoiles pour trouver un cap. Le vrai cap, c'est les morts qui nous le donnent. Ça s'appelle les humanités. Et comment nous, on se réfère à ces humanités? Par le langage. Le problème de la confiance, c'est un problème de langage. Quand on commence à évoquer un mot en se disant qu'il y a un problème, la confiance, si on en parle, on pourrait presque dire c'est qu'elle a déjà disparu. À partir du moment où on parle de quelque chose, c'est que le problème est là. Et en même temps, si on en parle, c'est qu'on a encore confiance dans le langage. Nous sommes réunis ici, aujourd'hui, demain, après-demain, car nous faisons confiance au langage. Nous faisons confiance aux mots, et y compris aux mots des langues que nous ne connaissons pas. Auguste Comte, donc, a offert une distinction. Il distinguait les ouvriers et les bourgeois. Attention, pas comme Marx en faisant une hiérarchie sociale. Ce n'est pas une question de classe sociale. Il disait, voilà, les ouvriers, ce sont ceux qui ont affaire au monde des choses. Un ouvrier ne discute pas avec une table ou avec un lavabo, il le répare ou la répare. On ne peut pas convaincre une table de se réparer toute seule. Il faut y mettre les mains, il faut faire quelque chose. Ça, c'est le monde des choses, c'est le monde ouvrier. De l'autre côté, vous avez le monde des signes, qu'il appelle le monde bourgeois. C'est quoi le monde des signes? Le monde des signes, c'est ce qui fait que je suis allé me repasser une chemise tout à l'heure en me disant que vous auriez davantage confiance en quelqu'un habillé en chemise qu'en t-shirt. Bon, j'ai pas eu le temps de mettre des chaussures dignes de ce nom, mais c'est comme ça. Le monde humain repose sur des signes. Et le monde bourgeois, c'est quoi? C'est la manipulation des signes. Ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est de parler. Donc je m'adresse à vous sur un mode bourgeois et non pas ouvrier. Pourquoi la loi physique de la politique fait que quand on vote rouge, à Paris, ça se délave? Eh bien, la matière de la politique, ce sont les hommes. Ce sont donc les signes. C'est donc un métier essentiellement bourgeois. Il s'agit de gérer les passions humaines, de régler les rivalités, les passions. Il faut avoir l'esprit administratif, comme dit Alain. Voyez, il faut savoir manipuler les signes et parler aux humains. Donc cette déception-là, elle est inscrite dans le fait que la matière de la politique, ce sont des signes, et c'est donc un monde essentiellement bourgeois. Quand on parle d'une déception, vous avez entendu les chiffres tout à l'heure, 77% des ouvriers ne font pas confiance. Mais c'est normal, ils ont raison. Les ouvriers ils font confiance aux choses. Sur les choses, on peut compter. Les Grecs le disaient, dans un cosmos, chaque être est à sa place. Celui qui veut en sortir va faire preuve de démesure, va faire preuve d'hubris. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une justice naturelle? Est-ce que lorsque quelqu'un sort de sa place, est-ce qu'il y a une force qui va le remettre à sa place? Alors la réponse du Ye-King, avec Cyril Javary nous l'a expliqué, nous sommes un vide, coincé entre... un chaînon, nous sommes le creux du chaînon. Vous vous souvenez cette phrase de Coluche? Salut les maillons. Nous sommes tous des maillons pris entre la génération future, la génération passée, et au fond, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien de confiance? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une chaîne? C'est qu'il y a une génération après, une génération avant. Mais nous, entre nous, nous ne nous tenons pas vraiment, si ce n'est par le langage. Une petite remarque. Guylaine Ottenheimer, tout à l'heure, a demandé 28% seulement des députés sont des femmes, alors que dans d'autres métiers, elles sont beaucoup plus représentées. Pourquoi? Eh bien, c'est la réponse chinoise, mais parce qu'elles travaillent, non?
Deuxième remarque, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure citer Bernard Tapie. J'ai trouvé très fort de citer Bernard Tapie sur le sujet de la confiance. Ça n'a pas été relevé, mais bravo. Nordine a parlé de la méritocratie. Il dit oui, alors j'ai entendu, il a dit j'ai foi en l'avenir. Moi j'ai entendu j'ai froid en l'avenir, mais bon, j'ai foi en l'avenir. La méritocratie ne peut fonctionner, c'est une remarque que fait Simone Veil avec un W, l'élève d'Alain, qui est morte en 1943. Elle disait l'ascenseur social, ce n'est pas le terme qu'elle employait à l'époque, il n'y a pas forcément beaucoup d'ascenseurs. Vous voyez ce mouvement ascendant, l'idée qu'on peut s'élever dans la société, ne peut fonctionner que s'il y a une justice naturelle, s'il y a une loi de compensation, c'est-à-dire si c'est accompagné d'un mouvement descendant. Or, dit-elle, on observe qu'il est possible à un fils du peuple de s'élever, mais qu'en aucun cas, un fils des élites ne descendra. Vous voyez, la question de l'ascenseur social suppose un mouvement ascendant et descendant. Si vous croyez à la méritocratie, il faut organiser cette descente-là. Ça risque d'être très compliqué. Donc pour terminer, sur la question de la verticalité, je crois que tout est dit dans cette affiche. Vous avez deux trapézistes, vous avez vu ? Pourquoi l'un fait confiance à l'autre ? C'est parce qu'ils se sont entraînés. Ils se connaissent. Et pourquoi ils sont obligés de se faire confiance ? Parce qu'ils sont vulnérables. Parce qu'ils peuvent tomber. Parce qu'ils sont impuissants. Non, les deux peuvent tomber. Celui qui est à l'envers, là, il n'est pas beaucoup mieux. Ça peut le faire tomber de mal attraper l'autre. Les deux risquent leur vie. Ils se font confiance parce qu'ils n'ont pas le choix. Être humain, c'est être impuissant métaphysiquement, c'est-à-dire qu'on n'est pas des dieux, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être sûr de l'avenir, on ne peut pas être sûr de ce qui se passera, et donc on est obligé de prendre un risque. Et la déception, c'est le revers du risque. Et derrière, vous avez quoi ? Vous avez un soleil. Le soleil, on peut être sûr de lui. Vous savez, Hume disait, finalement, quand je dis je suis sûr que le soleil se lèvera demain, il dit qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça ? Il faut vraiment être un philosophe pour poser une question pareille. Albert Camus, qui était aussi vraiment un philosophe, considérait dans un livre comme Nos ou comme dans L'été qu'il y a une chose sur laquelle on peut compter. Il parle de la mer. Vous avez parlé de la forêt, vous avez parlé de la mer, vous avez parlé des vagues. Il disait que lorsqu'on est seul face à un paysage méditerranéen, avec les roches détritiques, avec la mer, on peut compter sur l'indifférence de la nature. On peut avoir confiance dans l'indifférence du monde. Le philosophe Alain disait « Cet univers ne nous a rien promis. On ne peut donc pas être déçu par le monde, car il ne nous a rien promis. Et donc, on peut compter sur lui. » La philosophe Simone Veil, ce sera ma conclusion, élève d'Alain. Alain a écrit un livre qui s'appelle « Entretien au bord de la mer ». Dans ces entretiens au bord de la mer, il y a beaucoup de conversations, au sens où Roland Quérol en a parlé, en citant Edgar Faure, je crois. Des conversations, des bavardages qui n'engagent à rien parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans le marbre, ils ne se transforment pas forcément en contrat. Nos mots sont peut-être éphémères, mais la mer, elle, est toujours là. Et c'est pourquoi les entretiens au bord de la mer, dans ces entretiens, vous avez 4 personnages. Vous avez 3 hommes qui parlent, vous avez le philosophe, vous avez l'artiste, c'est un peintre, vous avez le polytechnicien, c'est un scientifique. Les 3 hommes parlent. Il y a une femme qui est là et qui se tait. Et à un moment, Alain fait remarquer que le silence de cette femme, ce n'est pas le silence de la mer, c'est le silence de cette femme, à la fin, c'est elle, la gardienne de la forme humaine. C'est elle, la gardienne de la forme humaine. Et Simone Veil conclut, « Combien de fois la clarté des étoiles, le bruit des vagues de la mer, le silence de l'heure qui précède l'aube, viennent-ils vainement se proposer à l'attention des hommes ?» Et si on écoute ce que nous dit Simone Veil, la réponse à la question qu'on pose ici, elle est dehors. À Cannes, vous pouvez compter sur quelque chose. Vous pouvez compter sur la mer. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on ne vous promet rien, vous serez toujours étonné par la beauté de ce qui vous est offert. Je vous remercie. Merci Olivier, merci beaucoup. Nos amis vont aller à la librairie Masséna vous pouvez acheter leurs livres et ils vont vous dédicacer vos livres.
Voilà, autrement, je vous donne rendez-vous demain à 14 heures.